En ce moment, je suis dans mon arc 16 bits, et je crois que ça se voit sur ma chaîne. Le timing est donc tout trouvé pour vous sortir cette vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un long moment. Je vous ai déjà sorti des top 10 de mes jeux préférés sur Dreamcast, Saturn, Mega CD, mais là, il est temps de retourner sur cartouche avec la console la plus emblématique de Mon 10e jeu préféré de la 16 bits de Sega, c'est justement un jeu qui ne ressemble pas du tout à un jeu 16 bits. Virtua Racing, grâce à sa puce intégrée dans la cartouche, il a un rendu incomparable avec le reste de la ludothèque. Moi j'aime les jeux de course, mais désolé, en 2D, s'il n'y a pas de mode 7, j'ai quasiment aucune sensation. Alors que là tu sens la vitesse, les collisions, la conduite répond bien. Franchement, jouez à Stunt Race FX sur SNES et vous comprendrez en quoi Virtua Racing c'est une prouesse. Pour une 16 bits. Bien sûr que sinon, dans l'absolu, on a fait bien mieux comme jeu de course 3D, et même pour Virtua Racing, c'est la pire version. Mais tu peux être sûr qu'à chaque fois que je rebranche ma Mega Drive, c'est impossible que je le lance pas. 9ème, Sword of Vermilion. Je pense pas que vous le voyez dans beaucoup de tops celui-là. L'occasion de rappeler que j'ai jamais fait des tops objectifs, ça ne m'intéresse pas, je laisse parler mon cœur. Et lui, c'est le premier jeu d'action-aventure RPG que j'ai lancé sur Mega Drive, ou plutôt sur la Sega Mega Drive Collection. Déjà, ado, j'avais conscience que c'était pas dingue, mais que voulez-vous? L'aventure m'a appelé, et j'arrivais plus à m'arrêter. Si bien qu'avec le temps, j'ai développé un gros affect pour lui. Je vous le recommande pas énormément, parce que quand je fais des critiques, je préfère me détacher de mes biais nostalgiques. Mais là, c'est pas une critique, c'est juste un classement de mes jeux préférés. Et Sword of Vermilion, il fait partie de ces jeux Mega Drive sur lesquels j'arrive encore à m'amuser. Donc c'est que c'est pas si mauvais. 8ème, Quackshot. Il y a plein de jeux Disney chez Sega qui ont très bonne réputation, et je sais pas si ça vient du fait que j'ai aucune attache envers les films, mais c'est pas des univers qui m'attirent. Genre je suis toujours largué quand en soirée ça part en karaoké Disney, j'ai l'impression de pas avoir eu la même enfance. Bon, tout ça pour dire que Aladdin, Mickey ou Bob l'éponge, je suis pas un expert. Et je crois que ça s'entend. Mais même en me foutant de la licence, Quackshot c'est hyper cool à jouer. C'est un platformer aventure, une sorte de Metroid très light pour enfants, où tu vas visiter plein d'environnements variés. C'est sympa comme formule, et ça change pour un jeu de plateforme. À la 7ème place, Soleil. Dès les premières secondes, t'as envie de l'aimer. Même si tu sais qu'il pompe impunément sur un certain concurrent, c'est quand même trop mignon visuellement et musicalement. Vous l'avez compris, j'aime l'aventure, surtout quand tu débloques des nouveaux pouvoirs en chemin. Et là, le principe des animaux qui te confèrent des moves, ça marche trop bien. En revanche, c'est quand même loin d'être parfait. Je l'aime bien parce qu'il est joli, il y a des boss ambitieux et un gameplay marrant, mais en termes de level design, c'est pas toujours fameux. Surtout quand tu tournes en rond parce que t'as pas activé un script à la con. C'est chouette, mais si vous avez prévu de le faire, n'en attendez quand même pas trop. 6ème, Shinobi 3. Return of the Ninja Master. On reste dans de la super production 16 bits, c'est très joli, ça bouge bien, la palette de mouvements est hyper classe, donc ça joue aussi dans le kiff que c'est à contrôler. Et en termes de variété dans les niveaux, c'est très au-dessus des épisodes précédents, j'ai trouvé. Ce qui nous fait un jeu d'action hyper rythmé, surtout pour de la 16 bits encore une fois. Mais je rappelle que les jeux de cette époque étaient pas tous aussi bons qu'on s'en souvient. Parfois on tombe de haut quand on voit la construction de certains stages. Mais pas dans Shinobi 3. Dans son genre, je galère à trouver mieux. On enchaîne avec la légende de Thor. Peut-être moins charmant que Soleil en termes d'univers, moins fluide aussi, c'est bizarre un jeu Mega Drive en 30 FPS, mais dans ce qu'il te propose ludiquement de faire dans ses environnements, j'ai trouvé ça bien plus captivant. Puis il a du cachet, un style bien à lui, jusque dans sa bande-son, qui est moins dans les mélodies mais plus dans l'atmosphère. Il s'en dégage vraiment quelque chose d'unique pour moi. Et bien sûr t'ajoutes à ça toute cette dimension exploration et donjon hyper addictive en ce qui me concerne, et t'as les raisons pour lesquelles je l'ai mis 5ème. Dites-vous que si même l'aspect beat'em all de ses combats m'a pas tant dérangé, c'est qu'avec le reste, il arrive à compenser. Oui, j'annonce tout de suite, aucun beat'em all dans ma sélection. À la 4ème position, on passe au RPG, avec Shining Force 2. En vrai, je pourrais même inclure le 1, il est pas loin en termes de plaisir pur de tactical, c'est juste que le 2 est plus confortable avec ses améliorations d'ergonomie. J'aime le fait qu'il y a un ordre de passage dans les combats, tu déplaces qu'un héros à la fois. J'ai trouvé que ça rendait les batailles plus entraînantes que quand t'as 10 unités à bouger à chaque tour. Mais même en dehors des champs de bataille, le jeu est soigné. Dans ses villages, ses dialogues, tout s'imbrique pour une quête très plaisante. On attaque le podium avec Phantasy Star 4, l'autre gros RPG de la Mega Drive, pour ne pas dire le plus gros RPG de la console. Elle en a fait du chemin depuis Phantasy Star 2. Et là en termes d'ambition, le 4ème épisode, il peut se permettre de bomber le torse face au cadre de la SNES.
Y a plus aucune honte à avoir, et lui au moins il a le mérite d'être sorti officiellement en France en son temps. J'aime ses musiques, son style graphique, ses cinématiques et ses dialogues, ce côté animé en case de BD, c'était pas quelque chose de répandu dans les RPG 16 bits. Sûrement un héritage de son développement qui avait débuté sur Mega CD, avant de finir sur cartouche parce qu'ils avaient l'ambition d'en vendre plus que 12. Mais résultat, on sent le projet ambitieux. C'est bien ficelé, le scénar est vite prenant, les héros ont de la personnalité, et j'ai aimé la liberté qu'il te laisse si tu veux te lancer dans des distractions annexes. Seul bémol pour moi aujourd'hui, c'est qu'on n'échappe pas aux combats aléatoires. Mais au moins on pouvait les accélérer et les mettre en automatique. Même à l'époque. Deuxième, Castlevania The New Generation, alias Bloodlines aux US. Je surkiffe cette série, pour ses musiques, son style graphique et son gameplay exigeant, très plaisant une fois dompté. Sur Mega Drive, je retrouve tout ça dans une aventure inédite qui se démarque des autres Castlevania 16 bits, grâce à ses nouvelles idées de level design qui exploitent les capacités de sa console, et ses deux héros jouables avec un moveset différent pour encore plus de rejouabilité. J'aime les jeux d'aventure, mais c'est pas le genre de cartouche ou de ROM que tu lances sur un coup de tête. Ça demande un niveau d'engagement que je suis pas prêt à donner chaque année. Si je finis un Zelda-like, je vais pas le refaire du sitôt. Alors que les Castlevania pré-Symphony of the Night, ils ont une philosophie arcade qui me donne toujours envie de les relancer. Et le premier, ça sera une surprise pour personne, Sonic 2. En parlant de jeux au gameplay arcade, comment j'aurais pu ne pas... Non, je déconne! On s'en fout de Sonic! Mon premier, bien sûr que c'est un Zelda-like. Landstalker. Il est sans doute trop long pour son propre bien, mais je dois m'y résoudre. Au global, même s'il y a des phases de plateforme en vue isométrique nul à chier, c'est le jeu Mega Drive qui m'a le plus amusé. Et ce, sur le plus grand nombre d'heures. Il y a plein de choses à voir, à explorer. C'est dense comme aventure, et plein de personnalités. Avant qu'on me demande de sauter de plateforme en plateforme sans aucune ombre au sol, j'ai même trouvé que la vue isométrique apportait un vrai plus en termes d'immersion par rapport à un simple jeu vu de haut. Il a su ne pas tomber dans le piège du simple clone de Zelda 3 en moins bien. Si tu sais tolérer ses défauts, c'est un grand jeu. C'est pas celui que je vais vouloir me relancer tous les ans, mais quand je repense à la Mega Drive, dans mon esprit, il est très présent. Alors après mûre réflexion, je pouvais pas faire autrement, il devait être premier. Quand j'étais qu'un N-Sex, j'avais l'impression que la Mega Drive se limitait qu'à l'autre hérisson vert. Mais en fait, il y a une telle diversité de jeux que tout le monde peut y trouver son compte. J'ai absolument pas galéré à trouver 10 jeux qui niquent Sonic. Mais pourquoi t'es toujours méchant avec Sonic? Bah c'est quoi ton top 10 Mega Drive à toi? Alors, numéro 10, Le Roi Lion. C'est mon film d'animation Disney préféré, donc ça aide sûrement. Mais bon, le jeu est varié, il est bien orchestré au niveau des musiques, il est super beau, il est coloré, il est bien animé. Après, il peut être frustrant sur certains passages et il n'est pas forcément super novateur, mais il reste bien produit et surtout il est fun, donc c'est une bonne pioche. Numéro 9, The Revenge of Shinobi. C'est pas le plus réputé, mais c'est le plus important à mes yeux. Sûrement du fait que je l'ai découvert étant gamin. Une petite aventure solo pleine d'action, qui est quand même assez cool, mais c'est très linéaire, sans parler de la difficulté, qui est pas super accueillante. Mais les musiques sont cool, le jeu est fluide, il est varié dans ses situations, et en plus on peut péter la gueule à Spider-Man. Numéro 8, Street of Rage. Là encore, c'est pas le plus réputé de sa série, mais c'est celui que j'ai découvert quand j'étais petit. C'est même ce jeu qui m'a initié au beat'em all. Il est plutôt bien rythmé, en plus d'avoir des musiques qui tuent. Genre c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur la console. Alors forcément, vu le style de jeu, c'est très répétitif, surtout quand on y joue tout seul. Mais ça se parcourt assez facilement et c'est rigolo de casser du punk dans le jeu. Numéro 7, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ou juste Puyo Puyo. C'est mon puzzle game préféré. C'est un excellent match 3 qui est fun instantanément, seul ou à plusieurs. C'est fluide, c'est nerveux. Après, le solo pourra vous décourager, tant les pics de difficulté sont vénères. Mais ça reste un incontournable du genre. Numéro 6, Dynamite Eddy. Alors quand je vois le logo de Treasure, je pense tout de suite à ce jeu. C'est peut-être le platformer avec le plus de style de son époque. L'ambiance y est très particulière. Sinon c'est très joli, c'est varié avec les boss, les différents pouvoirs et les mini-jeux. Les musiques défoncent et le gameplay est super original. C'est vraiment une perle de la console à mon sens. Numéro 5, Virtua Racing. Alors c'est pas nécessairement une perle, comme l'a déjà mentionné RM. Après c'est pas comme si les jeux de course sur Mega Drive en général étaient fous. Mais putain qu'est-ce qui claque! De la 3D polygone plus impressionnante que sur Star Wing je trouve. Le tout avec une vue cockpit, il y a zéro ralentissement, il y a une lisibilité lisible. Et voilà, c'est un vrai jeu d'arcade à la maison. J'adore le relancer régulièrement, c'est tellement une curiosité et une claque technique que je kiffe me faire une petite course de temps en temps.
Numéro 4, World of Illusion, starring Mickey Mouse et Donald Duck. Alors jusqu'à récemment, je préférais Castle of Illusion, mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, je préfère rejouer à celui-là. C'est un jeu court, qui est simple, efficace, il est super cool à faire seul ou à deux, avec des niveaux qui sont vraiment pensés pour la coop. Les ambiances visuelles et sonores sont exceptionnelles, je trouve, pour de la Mega Drive. Les situations sont variées. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est un des meilleurs moyens pour faire découvrir le rétro aux plus jeunes. C'est un bonbon ce jeu. Numéro 3, Tiny Toons Adventures, Buster's Hidden Treasure. Alors beaucoup pourraient lui préférer l'opus Super NES, qui est plus varié, qui est plus joli, moins linéaire, mais pour moi l'opus Mega Drive est parfait dans sa simplicité. C'est un petit platformer linéaire avec une succession de niveaux et des boss de temps en temps pour changer d'environnement. Il est super mignon visuellement, son gameplay est très ancré dans l'improvisation, dans le sens où l'inertie du personnage se rapproche de celle d'un Sonic, même s'il n'y a pas le même savoir-faire non plus je trouve. Il y a quelques pics de difficulté qui sont quand même assez chauds, ça fait que la fin du jeu peut être un peu cruelle, mais au-delà de ça, c'est pour moi un immanquable si vous aimez le genre. Numéro 2, Ristar. Ok, pour moi c'est le plus gros jeu de la Mega Drive. C'est pas forcément pour son contenu, mais pour son rendu final, ses finitions. Je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse de ce jeu. Il est magnifique, il est très bien rythmé, il est varié comme il faut, il est super envoûtant dans son OST, dans son sound design. Son gameplay est original et il est très souvent décliné pour renouveler le tout régulièrement. En fait, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, ce jeu, il a une gueule de jeu Super NES. Je trouve qu'il a carrément sa place dans sa ludothèque. Après, c'est dommage qu'il soit sorti si tard, pour marquer les gens. Sega, s'il vous plaît, un petit remake ou une suite peut-être. Et le numéro 1, bien sûr, Kid Caméléon. Haha, non, je rigole. Numéro 1, Sonic the Hedgehog 2, bien sûr. Si vous me connaissez, c'était impossible que je finisse mon classement avec un autre jeu que celui-là. C'est pour moi le meilleur platformer de l'ère 16 bits. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus complet, c'est même pas le plus intéressant, mais je trouve que c'est le plus amusant. Je peux pas m'en lasser en fait. Je dois me lancer une run toutes les 2 semaines en moyenne, et je suis toujours en kiff sur les différents environnements, sur les musiques qui te défoncent la gueule, sur le dynamisme du gameplay qui finit par te transcender car t'as pas toujours l'impression de le contrôler, et c'est même pas en mal. Je l'avais déjà dit sur cette chaîne, les seuls réels défauts que je trouve au jeu sont ses niveaux bonus et son boss de fin qui casse un peu le momentum, car c'est assez décourageant quand on découvre. Mais sinon, c'est un quasi sans faute pour ma part, et c'est encore aujourd'hui mon jeu préféré de tous les temps. Et bah voilà, si maintenant n'importe qui peut donner son top 10 Mega Drive sur internet, autant donner le vôtre aussi dans les commentaires, non ? Merci Mikox d'avoir participé à cette vidéo, on se revoit très vite. De rien, bisous.